Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le cœur du Var et la Dracénie. Nous sillonnerons avec Alban les 1000 hectares de vignes d'une commanderie datant du XIIIe siècle et nous assisterons de la récolte au moulin à la fabrication de l'huile d'olive avec Jean-Charles et Max. Enfin, nous découvrirons les typiques fromages de chèvre frais et la culture d'une fleur aussi fragile qu'aromatique, le safran. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir du Sud et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Situé entre le massif sacré de la Sainte-Baume et celui rougeoyant de l'Estérel, le cœur du Var et la Dracénie sillonnent le département du Var d'ouest en est, autour du cours de l'Argence. Le paysage alterne pins et maquis dans une terre rouge de bauxite ou blanche de calcaire. Ici et là, vignes et oliviers viennent aussi dessiner l'horizon. Situé sur les terres provençales chères à Marcel Pagnol et Paul Cézanne, non loin de Toulon et d'Aix-en-Provence, Flassan-sur-Issole. Cette ville fortifiée, perchée sur les collines, a traversé l'histoire. Au fil du temps, elle a résisté aux incursions barbares, puis à l'invasion sarrasine postée aux aguets juste en face, sur le massif des Maures. Aujourd'hui, ces terres nourricières garantissent la paix de plusieurs vignobles. Alban est le gardien du domaine Peyrassol, qui existe ici depuis 800 ans. Ce domaine, c'est une grande histoire, puisqu'elle commence au XIIIe siècle avec les Templiers, qui se sont installés ici. Donc ça, c'est 1204, 1256. Des Templiers, ce domaine est passé aux mains de l'ordre de Malte. Ensuite arrive la Révolution française. C'était considéré comme un bien d'église. Donc l'église a vendu la plupart des biens, dont la commanderie de Peyrassol, et c'est une famille de la région provençale qui l'acquiert. Nous, en 2001, nous avons acquis ce domaine à cette famille Rigord. Petite anecdote, c'est 800 ans d'histoire, mais avec 3 familles. En 17 ans, Alban a remis en place le vignoble et commencé la conversion bio des 1000 hectares de vignes. Le sol est désormais traité avec du compost qui garantit un apport nutritif naturel. Bonjour Alban. Ça va, Fouad? Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon, bah ça y est, il fait enfin beau. Il fait enfin beau, on a pu terminer les semis. Ouais. Fouad, le chef des cultures, et Alban se retrouvent régulièrement pour faire le point. Le bio nous a semblé être une évidence quand on est arrivé ici, ne serait-ce que déjà parce que le climat s'y prête. Simplement, convertir, c'est long, et j'emploie le présent parce que c'est toujours en cours. C'est un grand vignoble. La vigne qui a été traitée par des produits conventionnels réagit pas forcément très vite quand on change de produit. C'est l'inconvénient du semis, ça a tendance un petit peu à baisser la vigueur de la vigne. Bon, gros avantage, l'état sanitaire parfait des grappes. Les deux hommes surveillent aussi de près un cépage à la fois ancestral et nouveau sur le domaine. Nous sommes une région d'assemblage. Pour être Côte de Provence, il faut assembler plusieurs cépages. Les cépages très classiques, Cinsault, Grenache, un petit peu de Syrah, mais un peu de cépage blanc aussi dans les rosés. Et c'est pour ça aussi que ça nous a paru intéressant de se pencher sur les anciens cépages, d'où la réintroduction, si on peut dire comme ça, du cépage tibourin. C'est un cépage qui est très sensible et assez fragile. Je pense que c'est pour ça pas mal de viticulteurs l'ont abandonné. Mais à côté de ça, il est d'une délicatesse et des arômes qui sont tout à fait exceptionnels pour nos rosés. Pour réaliser les meilleurs assemblages, l'équipe du domaine goûte régulièrement tous les cépages tout au long de leur fermentation dans ces chais. Tout est vinifié séparément, comme ça chaque cépage de chaque parcelle peut révéler son potentiel indépendamment. Et c'est qu'une fois que la fermentation est finie, qu'on a laissé déposer le vin, qui s'est stabilisé, qu'on va le goûter.
Et en fonction des dégustations, on va les assembler dans une cuve en fonction des vins qu'on veut faire. On a plusieurs vins différents, donc en fait on piochera dans chaque cuve pour faire nos vins. Bon, sur cette cuve, on a des arômes, c'est plus floral que les précédents. Ça fait penser à une rose un peu. C'est floral. Donc c'est intéressant parce que ça nous apportera un côté beaucoup plus aérien dans nos assemblages. Cette dégustation, elles sont capitales parce qu'on le fait pratiquement tous les jours. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette. Et que tous les ans, on a des raisins qui sont différents. Le rosé de Provence, typiquement, il est clair. Alors attention, c'est pas parce que le rosé est clair qu'il est bon. C'est assez difficile à obtenir. On commence par la date de la vendange. On ne va pas attendre que les raisins soient trop mûrs, sinon ils seraient trop colorés. Ensuite, on va vendanger plutôt la nuit et les raisins frais. Ça nous permet d'avoir des macérations plus faible. Et cette couleur, on arrive à l'obtenir, mais ce n'est pas qu'à une étape du processus. En fait, c'est à toutes les étapes du processus que l'on fait attention. On fait attention pour la couleur. Ces terres varoises se partagent entre la culture de la vigne et celle de l'olivier. Ici, bon nombre de viticulteurs cumulent d'ailleurs les deux activités. Installé à Garéou, Jean-Charles Gambini est l'un d'entre eux. Il compte encore dans son verger des oliviers qui ont survécu au terrible hiver de 1956. Mon père a pris la retraite depuis quelques années, donc je suis tout seul sur le domaine. Mon fils m'aide un petit peu, donc j'essaie de faire tout de A à Z. Ça va, t'en es où là? On est en train de vibrer les branches donc, pour faire tomber les olives, donc dans un filet qui est déplié sur le sol. Donc là, sur ces variétés, elles sont vertes. Alors il peut y avoir des variétés qui sont vertes, d'autres variétés qui sont un petit peu rouges, qui sont en train de tourner un petit peu, et d'autres qui sont très noires. On pourrait orienter la récolte et séparer vraiment les olives très mûres d'autres olives, mais pour moi, je pense que le mélange de toutes ces olives font une huile assez à mon goût. Donc voilà. Une personne à la main, comme on récoltait dans le temps, donc avec un petit panier pendu autour du cou, elle va récolter 150 kg par jour. Alors qu'une personne avec un outil comme ça, il peut récolter, suivant les arbres, ça dépend un petit peu de la charge des arbres, mais au moins 300-400 kg par jour. Si les méthodes de cueillette ont changé, l'oléiculteur a aussi amorcé une autre transition. La conversion en bio, elle date d'une petite dizaine d'années. Disons qu'avant, j'étais un peu contre les labels, et puis je me suis aperçu qu'estampiller un petit label sur une bouteille ou sur un produit, voilà, les consommateurs sont plus rassurés. Depuis 2-3 ans, je me penche un peu plus vers la biodynamie, qui est juste des interventions un peu en rapport avec la Lune, suivant le système lunaire, et puis et deux applications de bouse de corne sur le sol et puis de silice sur le feuillage des vignes et des oliviers au printemps. Alors là, c'est des variétés, c'est la tanche. Donc c'est des olives qui sont très sensibles à la piqûre de la mouche. C'est vraiment un prédateur important. Alors en bio, c'est un peu compliqué de l'arrêter. Moi, je préfère ne pas traiter et rester en bio, plutôt que de mettre des produits de synthèse et avoir des olives de meilleure qualité. Encore plus lorsqu'elles sont piquées, les olives sont apportées au plus vite à un moulin pour être pressées. Près de Draguignan, à l'autre bout du département, en pleine Dracénie, Max s'apprête lui aussi à presser des olives venues de toute la région au moulin du Flyosquet, l'un des plus vieux de France. Alors,
ce stock d'olives de ce matin. On va les finir. Alors les olives ont été livrées là ce matin par un client. Même en ramassant correctement, il y a toujours un petit peu de pierre, de terre. La terre, c'est pas trop bon en termes de goût et les pierres pour les machines, c'est pas trop ça. Donc les olives ont été débarrassées et de toutes les feuilles, de la terre qu'il peut y avoir, des pierres et éventuellement aussi par la même occasion des queues. Parce que tout ce qui est végétal n'est pas forcément très bon en termes de goût, quoi. Un peu noyau, chair et peau, tout est broyé, après c'est malaxé et ensuite on va distribuer sur les tapis. Max répartit ensuite la pâte d'olive sur des scotins, des tapis en nylon qu'il entasse sur ce chariot avant de le placer sous une presse. Sous la pression, la pâte va rester prisonnière des scourtins et un jus d'olive va s'écouler. Ce jus, c'est de l'eau et de l'huile. Et après, l'eau et l'huile n'ont pas la même densité. L'huile est plus légère que l'eau. Elle va donc surnager à la surface de l'eau et après, on va recueillir cette huile. Donc, vous pouvez apercevoir tout ce qui brille, ce sont les micro-gouttelettes d'huile, quoi. Alors, pour ramasser l'huile, j'ai deux outils qui n'ont pas les mêmes noms en fonction des régions oléicoles. Nous, on l'appelle une bonde, cet outil. Et cet outil qui est comme une poêle, c'est sans rebord, légèrement concave, que l'on appelle une feuille. Alors là, c'est un travail qui paraît simple, mais c'est surtout de la patience. Il faut avoir un mouvement à la fois ferme et doux, parce que quand je plonge ma bonde dans l'huile, il faut que je la maintienne à une certaine hauteur pour ne pas prendre de l'eau. Et après, quand je le sors, il ne faut pas que je le sorte trop rapidement, parce qu'autrement, je fais remonter la pulpe et l'eau qu'il y a dessous. Jolie couleur. Je passe l'huile au travers d'un tamis et je veux renouveler ce transvasement de fût en fût pendant une semaine à raison d'une fois par jour, jusqu'à ce que l'huile soit la plus claire et la plus propre possible. Voilà, c'est la décantation manuelle, tout simplement. Légèrement piquante, un petit côté herbacé. Une huile d'olive, elle peut être aussi bien douce que ardente, que poivrée. La palette aromatique des huiles d'olive est très large. On va du côté herbacé, en passant par le fruit frais, framboise, cassis, par la banane. On a des arômes aussi de fruits secs, noix, noisettes. Le panel des goûts de l'huile d'olive, des saveurs dans l'huile d'olive est très très large, quoi. Ce passionné doit désormais relever un autre défi, remettre en état de marche le moulin qui a été inondé en 2010. Moi, je suis tombé tout petit dans l'huile d'olive, puisque ce moulin appartient à ma famille depuis 5 générations. Je suis la 5e génération. Et donc, je ne suis pas né dans le moulin, mais depuis mes premiers jours, je respire le moulin. Lui, il a été construit au XIIIe siècle. Il n'a jamais cessé de fonctionner. C'est un petit peu aussi le drame de ma vie, de cette période, puisque je ne peux plus faire fonctionner ces meules à cause des inondations. Il est impensable que je puisse transmettre ce moulin amputé de sa roue, et on me l'a transmis dans un certain état. Et je me dois de le transmettre au moins dans son intégrité, dans son intégralité. Donc je me fais un devoir d'essayer de le réparer. À quelques kilomètres de Draguignan, un petit village remonte aussi le temps. Si les Templiers s'installèrent à Château-Double au XIIIe siècle, le bourg changea d'emplacement au milieu du XVe pour venir côtoyer les falaises et dominer les gorges de la Nartubie. Cathy Fleury y a installé une ferme paisible où elle élève des brebis et fabrique du fromage. Alors les filles, je vais vous donner à manger. Oui, ça y est, c'est l'heure. Alors les toutes belles. Allez, venez. Allez. En fait, j'ai choisi depuis 35 ans les alpines chamoisées parce que je trouve que c'est des bêtes qui sont très bien adaptées. C'est des bêtes qui supportent la chaleur. Ici, en zone de montagne, elles s'adaptent bien au froid aussi. Voilà. Et c'est des bêtes qui, en plus, produisent du lait quand même en quantité et de très bonne qualité.
au niveau de la matière fromageable et de la matière grasse. Donc pour moi, c'est vraiment le top. Et toi, tu viens nous voir aussi? Tu viens nous voir aussi? Hein? Non, tu ne me manges pas. L'alimentation, déjà, elle est primordiale dans un élevage fromager laitier, puisqu'on dit que 95% des maladies sont dues à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de leur donner une alimentation qui est simple, mais qui est vraiment gérée, surveillée sur le foin, sur la luzerne. Et bien entendu, selon les périodes de l'année, on va modifier l'alimentation. Donc vous voyez, tout est une attention de chaque jour. Il faut que tout soit en équilibre. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Ok. Donc là, je récupère mon lait, je prépare pour l'autre. Et celui-là, on va pouvoir l'emprésurer. Donc, on prépare. Voilà. On verse la présure dans le lait. Et ensuite, on va mélanger délicatement avec la louche, de haut en bas. Là, on a donc le caillé qui a été emprésuré il y a 24 heures, dans lequel on avait mis donc simplement du petit lait du jour d'avant pour amener l'acidité, qui est très importante, et uniquement de la présure, rien d'autre. Le caillé, il faut le manipuler très doucement, très gentiment. Voilà, c'est une phase qui est importante. On essaye de le casser le moins possible. Plus le travail sera fait finement, meilleur sera le fromage. On moule à la louche, comme ceci, et on va mettre 3 couches. Voilà, et en avançant d'une manière régulière. On va attendre demain matin pour les retourner dans les moules au bout de 12 heures et les saler d'un côté. Au bout de 24 heures, on peut déjà proposer à la vente les fromages en fromage frais. Cathy pourra aussi les mettre en salle d'affinage jusqu'à 15 jours afin de tirer de son lait des fromages plus ou moins secs ou crémeux. Cette ferme a la particularité d'être ouverte à tous. Et pendant les mois de traite, le public peut venir librement. Ah, bonjour! Alors, vous venez voir la traite? Ah! Eh bien, bienvenue, c'est sympa d'être venu me voir un petit peu. Bon, de toute façon, je vais commencer la traite des chèvres, là. Tout de suite, hein, je vais mettre le grain, on va tout installer. On pourra toucher? Et on pourra toucher, ouais. On va pouvoir tout faire. On y va? Allez, on monte! Allez, au bout! Allez, en place! Allez, au bout! Comme elles attendent des bébés, alors ça commence à dire « Eh oh, c'est dur de monter, là hein. !» Donc ça s'appelle des griffes, voilà, ou des manchons. Et donc, ça permet, voilà, de les faire. On partage notre travail. Comme on n'a rien à cacher, ça nous permet vraiment de montrer aux gens l'alimentation des bêtes, comment on soigne, comment on travaille, comment on traite. Par exemple, là, au mois de février-mars, on a beaucoup de gens qui viennent à la ferme parce qu'on les laisse assister aux naissances. Et je ne vous dis pas l'émerveillement des petits et des grands d'ailleurs, quand ils voient un bébé qui vient au monde. Allez, venez les enfants, je vais vous faire goûter le lait, d'accord? Alors, regardez, on va prendre cette chèvre-là, tu vois, en une pression, on remplit. C'est pas des livres d'images, c'est la vie de la ferme, c'est les bêtes, c'est l'heure de la traite, ils voient comment ça se passe, ils goûtent aussi directement. Ça sort, donc c'est pas le produit qu'on achète qui est tout prêt et finalement pour eux c'est pas pap, là c'est du concret quoi, ils voient ce qui se passe. Alors ça vous plaît ou pas? J'ai bien aimé venir à la ferme et ce que j'ai appris, c'est que comment traiter les chèvres. Le livre, tu vois, tu n'es pas vraiment, tu comprends des choses et que là à la ferme tu es dedans et donc tu vois et donc tu as plus d'émotion du coup. Allez, bonne soirée, au revoir. En retournant vers le sud-ouest du Var, à 1 heure de route, la brume matinale laisse à peine entrevoir le village de Leluc. Dans un domaine familial vieux de 200 ans, Annie Cubins vient traquer au milieu de la rosée de magnifiques fleurs mauves. Elle attaque en effet les derniers jours de récolte du safran. Mais cette année, les pluies ont sévi dans la safranière et ont abîmé toutes les fleurs. Alors l'or rouge, tant attendu, se fait rare.
Eh bien, ce sera certainement la dernière fleur de l'année. C'est toujours émouvant de cueillir la première, mais c'est au moins aussi émouvant de récolter la dernière, avec cette magnifique couleur. Je cultive du safran depuis quelques années seulement, puisque avant j'habitais en Belgique où j'étais assistante sociale. Donc j'ai vraiment pris un virage à 180 degrés en venant m'installer ici. En Belgique, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation en herboristerie et c'est vraiment ma grande passion. La culture du safran est une culture qui est difficile. Tout se fait manuellement, donc si on doit planter 10 000 bulbes, il faut s'imaginer que 10 000 fois je vais faire le geste de me baisser, de faire mon trou, de mettre mon bulbe et puis de continuer ainsi sur toute la rangée. Pour récolter les fleurs dans les meilleures conditions, cette passionnée des plantes aromatiques a imaginé un système de butte qui surélève la plante. Le gros avantage, cette année-ci particulièrement, nous avons eu les inondations. Je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé pour mes bulbes s'il n'y avait pas eu les buttes, parce que grâce aux buttes, l'eau a pu se drainer et évacuer très rapidement. Donc les bulbes n'ont pas été imbibés n'ont pas baigné, n'ont pas stagné dans l'eau. Lorsque la cueillette est bonne, Annick doit dégager le pistil de la fleur, puis le faire sécher en prenant soin de ne pas le brûler. Et voilà, c'est parti maintenant. Et ensuite, on doit attendre avant de commercialiser son safran. C'est comme le vin. Il lui faut le temps de maturer, il faut le temps qu'il s'évente, qu'il ait vraiment bien développé tout son arôme, qu'il soit au maximum. Le prix du safran se justifie par la main-d'œuvre parce que rien n'est mécanisé. Maintenant, on dit que le safran est cher et là, je ne suis pas d'accord avec ça parce que le safran, c'est une épice, elle doit sublimer votre plat, elle doit le mettre en valeur. Et en France, nous faisons un safran d'excellente qualité, donc en fait, il faut en mettre très peu dans un plat. Je crois que le prix de revient par personne doit tourner autour des 65 cents. Est-ce que c'est si cher que ça d'avoir un plat d'exception pour 65 cents? Si au loin, la Méditerranée, si longtemps la renommée du département, le cœur du Var et la Dracénie, plus en retrait dans les terres, ont su préserver leur trésor culinaire et garder intacte l'âme du pays. Aujourd'hui, je vous propose des noix de coquille Saint-Jacques en aïoli et au pistil de safran. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 12 noix de coquille Saint-Jacques, 2 grosses tomates, un bouquet de thym frais, 5 g de sucre, un poireau, une carotte, un oignon, une pincée de pistil de safran, 4 gousses d'ail, un jaune d'œuf, une pomme de terre, 11 centilitres d'huile d'olive, 50 g de beurre, un demi-litre de bouillon de volaille, un demi-bouquet de cerfeuil. Mondez les tomates et les couper en 6 quartiers. Épépiner et mettre sur une plaque allant au four. Assaisonner avec 1 centilitre d'huile d'olive, le sucre, le sel, le poivre, le thym frais et quelques pétales d'ail. Cuire au four à 100 degrés pendant 2 heures. Ce mode de cuisson pendant 2 heures à faible température, 100 degrés, va permettre à la tomate de garder toute sa couleur et d'être toujours aussi tendre. Pour l'aïoli, cuire la pomme de terre dans une casserole à l'eau bouillante salée. Surtout, vérifiez bien avec la pointe d'un couteau la cuisson de votre pomme de terre qui va dépendre forcément de sa taille. Épluchez la pomme de terre, puis épluchez l'ail en enlevant le germe du milieu et le coupez en morceaux. Écrasez au pilon, ajoutez la pomme de terre, le jaune d'œuf, la moitié du safran et montez à l'huile d'olive. Rectifiez l'assaisonnement et réservez. Pour l'accompagnement, épluchez et taillez en brunoise la carotte, le poireau et l'oignon. Faire suer à l'huile d'olive 1 minute sans coloration. Mouillez avec le vin blanc, portez à ébullition et ajoutez le reste du safran. Il est toujours préférable d'ajouter le safran à la dernière minute, il n'aime pas forcément les cuissons longues. Passez au chinois, puis montez au beurre le jus de cuisson, émulsionnez, rectifiez l'assaisonnement et remettez les légumes dedans. Dans une poêle anti-adhésive avec très peu de beurre, poêlez les coquilles Saint-Jacques 1 minute de chaque côté si vous aimez les cuissons nacrées. Si vous souhaitez un petit peu plus cuit, cuire 2 minutes d'un côté et 1 minute de l'autre.
En général, il est préférable de saler et surtout de poivrer au dernier moment afin de bien garder toutes les subtilités et les saveurs du poivre. Pour le dressage, dans l'assiette, mettre quelques cuillerées de sauce avec les légumes. Déposer les coquilles Saint-Jacques et les tomates confites. Sur chaque coquille Saint-Jacques, mettre une petite noix d'aïoli et quelques pluches de cerfeuil. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.